savez qu'en France, quand même, en 2025, on a 2952 enfants qui dorment dans la rue. Des enfants, 7e puissance mondiale. On a 10 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. On a 2,5 millions de personnes qui travaillent, qui ne parviennent pas à boucler les fins de mois. On a 50% de Français qui ne partent pas en vacances chaque année. Comment voulez-vous que dans ce contexte social, économique explosif, il n'y ait pas de mouvement tel que celui du 10 septembre. Et je crois malheureusement que c'est peut-être l'amorce d'un début de crise durable dans laquelle la France va s'enfoncer. Tant qu'il n'y aura pas d'alternative politique, de projet alternatif, de capacité, je dirais, à sortir de cette situation économique, sociale, diplomatique, la voix de la France dans le monde ne compte plus. Elle n'est plus entendue, la France dans le monde. Et elle n'est plus à la hauteur de ce qu'elle était, la diplomatie française. Oui, dans ce contexte, le 10 septembre que vous évoquez n'augure pas d'une situation de stabilité. Les relations entre Paris et Alger, on a l'impression d'un éternel retour de flamme, c'est vrai. Mais cette fois, il y a quelque chose de différent dans l'air, non ? Une tension, je dirais, plus sourde, qui dépasse les habituelles passes d'armes sur la mémoire. On sent comme une crispation structurelle. C'est juste. Les cycles de refroidissement, de réchauffement, c'est presque un rituel dans cette relation si particulière. Mais la période actuelle, elle s'inscrit dans un décor géopolitique en plein bouleversement. Ce ne sont plus seulement les fantômes du passé qui dictent l'agenda, mais des réalités très contemporaines, qui fissurent les anciennes certitudes, des deux côtés de la Méditerranée d'ailleurs. Et parmi ces réalités, justement, il y a cette thèse qui circule, portée notamment par des observateurs comme Karim Zrebi, qui est assez, décapante. L'idée que cette tension serait moins un problème entre la France et l'Algérie qu'un symptôme d'une France qui doute d'elle-même, affaiblie de l'intérieur et dont la voix porterait moins loin. Une vulnérabilité sans précédent, dit-il même. C'est une grille de lecture audacieuse, peut-être même un peu brutale. Qu'en pensez-vous ? Audacieuse, certainement, brutale peut-être, mais elle force à regarder au-delà des communiqués diplomatiques, disons. Cette analyse propose une chaîne de causalité très directe, une dégradation interne française notable, qui entraînerait une érosion de son influence internationale, créant ainsi les conditions d'une configuration profonde des rapports avec Alger. C'est cette mécanique qu'on pourrait peut-être explorer ensemble. D'abord, ce tableau d'une France en crise, puis ses répercussions sur sa stature mondiale pour enfin voir comment l'Algérie s'inscrit et peut-être tire parti que cette nouvelle donne. Alors, commençons par l'interne, oui. Ce diagnostic sévère posé sur la France. On parle de chiffres chocs, 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, une précarité qui s'étend même aux travailleurs, et ce chiffre terrible, vraiment, de près de 3000 enfants dormant dans la rue. Est-ce que ce n'est pas le signe d'un modèle social, longtemps brandi comme un étendard, qui serait en train de s'effilocher sérieusement ? Ou est-ce qu'on charge un peu trop la barque ? Alors ces chiffres, dans cette lecture des choses, ce ne sont pas juste des statistiques, ce sont des symptômes. Les 10 millions de pauvres, ce n'est pas seulement un chiffre, c'est une réalité sociale qui met à mal le discours sur l'égalité des chances. Les 2952 enfants sans abri recensés, ce n'est pas une anecdote, c'est perçu comme une faillite, morale et politique pour un pays qui se veut protecteur. Au-delà du drame humain, c'est l'image même de l'État-providence, ce pilier de la cohésion nationale française, et, il faut le dire, de son attractivité, qui se trouve écornée, voire remise en question dans ses fondements mêmes. D'accord. Donc, une crise économique et sociale profonde, mais l'analyse va plus loin, si je comprends bien. Ce n'est pas que ça. Oui, elle dépasse la seule dimension économique. Ce qui est pointé du doigt, c'est une forme de crise de sens, une crise politique et institutionnelle en fait. L'impression diffuse, mais tenace, d'une absence de grands projets collectifs, d'une vision capable de fédérer au-delà des clivages, quand une partie significative de la population a le sentiment de ne plus avoir de perspective claire, de ne plus être entendue, ce n'est plus seulement le pouvoir d'achat qui est en jeu, c'est le ciment même de la société, la confiance dans les institutions, dans l'avenir. Et cette déliquescence interne, si on suit cette logique, elle aurait des conséquences très concrètes sur la stabilité du pays, sur sa capacité d'action. C'est l'argument central, tout à fait. Cette fragilisation du tissu social, elle n'est pas sans conséquences. Elle est vue comme le terreau d'une colère sociale récurrente, prête à ressurgir. On pense évidemment aux Gilets jaunes, cette éruption qui a surpris, par sa forme, sa durée, révélant une France fracturée, où des territoires, des populations se sentent marginalisés. Cette difficulté à maintenir la cohésion interne, cette énergie dépensée à gérer ses propres tensions, ça limiterait structurellement la capacité de la France à se projeter avec force et cohérence sur la scène internationale. C'est un peu comme un athlète, si vous voulez, qui serait handicapé par une blessure interne avant même d'entrer dans l'arène.
L'image est parlante. La transition est toute trouvée vers le deuxième acte. Ce recul de l'influence diplomatique française. Si la Maison France est fragilisée de l'intérieur, comment ça se traduit concrètement à l'extérieur ? L'affirmation selon laquelle sa voix n'est plus audible, ce n'est pas un peu excessif ? La France reste une puissance nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité. Ça pèse, non ? Certes, les attributs formels de la puissance sont toujours là, pas de doute là-dessus. Mais l'influence, c'est plus subtil, hein. C'est la capacité à peser sur les événements, à façonner les agendas, à être écouté, suivi. Et c'est là que le bas blesse selon cette analyse. Prenons l'Europe, par exemple. Le traditionnel moteur franco-allemand semble déséquilibré. Face à une Allemagne économiquement dominante et politiquement, disons, sûre d'elle, la France peine à imprimer sa marque, à jouer son rôle d'impulsion ou d'équilibre. Et dans son voisinage immédiat, on voit une Italie plus décomplexée, qui n'hésite plus à contester le leadership français sur des dossiers cruciaux, comme la gestion des flux migratoires en Méditerranée ou la politique énergétique. Rome parle plus fort et Paris semble parfois peiner à répondre, oui. Et au-delà de l'Europe, l'Afrique, par exemple, ce continent où les liens historiques et l'influence française étaient si prégnants. Là, le changement est peut-être encore plus visible. Ah oui, c'est peut-être là que le recul est le plus visible et sans doute le plus douloureux pour Paris. Les termes utilisés dans certaines analyses sont forts. On parle de retrait humiliant. Les départs contraints des forces françaises du Mali, puis du Burkina Faso et enfin du Niger, sur la pression de régimes hostiles et d'une opinion publique souvent chauffée à blanc, ce n'est pas anodin, ça marque une rupture stratégique majeure. Et ce vide, il ne reste pas longtemps inoccupé. La Russie, que ce soit via les structures héritées de Wagner ou directement par le Kremlin, s'engouffre dans la brèche. Elle propose un autre modèle, sécuritaire politique, redessinant à grande vitesse les cartes des alliances au Sahel. C'est un fait. Ce tableau du déclin, il s'étend aussi au Moyen-Orient et à l'ensemble de la Méditerranée, d'après ce que vous dites ? C'est ce qui est observé, oui. Dans cette région stratégique, la France semble également perdre du terrain. La Turquie d'Erdogan, par exemple, s'est affirmée comme un acteur régional incontournable, que ce soit en Libye, en Syrie ou en Méditerranée orientale, souvent en opposition directe avec les intérêts français, sans que Paris ne puisse réellement inverser la tendance. L'Italie, encore elle, marque des points sur les questions énergétiques vitales, devenant un hub gazier alternatif, et sur la gestion migratoire, court-circuitant parfois les initiatives françaises. La conclusion de cette lecture est assez sévère, il faut le dire. La France conserverait les attributs d'une puissance, mais elle agirait de plus en plus comme une puissance régionale en perte de vitesse, davantage préoccupée par ses fractures internes que capable d'influencer les grands équilibres mondiaux. Une puissance qui réagit plus qu'elle n'agit, en somme. Et nous revoilà à Alger. Forcément. Si on accepte cette prémisse d'une France affaiblie, est-ce que la crise actuelle avec l'Algérie n'est finalement que la manifestation la plus évidente, presque mécanique de ce déclassement, une sorte de conséquence logique ? C'est exactement le nœud de l'analyse. Elle postule que la relation franco-algérienne, par sa nature passionnelle, historique, agit comme un miroir grossissant des faiblesses françaises en quelque sorte. La tension actuelle ne serait pas un accident de parcours, mais la résultante de cette dynamique de fond. Il y a plusieurs couches à décrypter ici. La première, incontournable, c'est la dimension historique et mémorielle. Ah, l'éternel fantôme de la guerre d'Algérie qui revient hanter le présent. On n'en sort jamais vraiment. Précisément, mais ce qui est souligné ici, c'est la façon dont ce passé est réactivé, instrumentalisé même, en fonction du contexte politique interne français. C'est ça qui est intéressant. Quand la France traverse des périodes de doute ou de crise identitaire, les discours politiques, notamment à droite et à l'extrême droite, ont tendance à se crisper sur les questions d'immigration, à pointer du doigt l'Algérie, à rejouer les partitions du passé colonial. Le débat sans fin sur la repentance, la reconnaissance des crimes contre l'humanité, les gestes mémoriels qui ne satisfont jamais pleinement, ni l'un ni l'autre camp. Tout cela devient un abcès de fixation, et il s'enflamme d'autant plus facilement que le climat politique intérieur français est tendu. La mémoire devient une arme politique dans les débats franco-français, avec des répercussions directes sur la relation avec Alger. C'est vrai. Mais au-delà de cette mémoire douloureuse, il y a des enjeux très contemporains, très concrets aussi. Vous parliez d'énergie tout à l'heure. C'est un facteur clé aujourd'hui, non ? C'est la deuxième dimension, oui, et elle est cruciale dans le contexte actuel. La guerre en Ukraine, la crise énergétique européenne, ça rebat toutes les cartes. La France, comme ses voisins, a un besoin pressant de diversifier ses sources d'approvisionnement en gaz pour réduire sa dépendance vis-à-vis de la Russie. Et l'Algérie, avec ses vastes réserves et sa proximité géographique, apparaît comme un fournisseur naturel presque incontournable.
Ce qui, logiquement, devrait fluidifier les relations, créer une interdépendance positive, on pourrait penser. On pourrait le penser, oui. Mais c'est là que l'analyse pointe un renversement de situation. L'Algérie se retrouve soudain en position de force. Une force qu'elle n'avait peut-être pas à ce point auparavant. Elle n'est plus dans l'obligation de considérer la France comme un partenaire privilégié ou exclusif. Au contraire, elle multiplie les options et semble jouer sur plusieurs tableaux. Très habilement d'ailleurs. Elle renforce ses liens énergétiques stratégiques avec l'Italie, via le groupe Eni, qui devient un partenaire majeur. Elle consolide ses relations économiques avec la Chine, notamment pour les grands projets d'infrastructure, et elle maintient son alliance militaire historique et profonde avec la Russie. Dans ce jeu, la France, autrefois partenaire dominant, se retrouve dans la position du demandeur. Clairement, sa marge de manœuvre est réduite et l'équilibre traditionnel de la relation, où Paris avait souvent le dernier mot, s'en trouve profondément modifié. Alger a désormais le luxe du choix. D'accord, donc mémoire, énergie, et la troisième dimension, c'est la pure géopolitique, j'imagine. La compétition d'influence régionale. Exactement. Du point de vue français, tel qu'il est perçu dans cette analyse, l'Algérie reste un acteur absolument central pour la stabilité de la Méditerranée occidentale et surtout de la bande sahélienne. C'est une évidence géostratégique. Maintenir un dialogue, une coopération même minimale est vu comme un impératif stratégique pour Paris, ne serait-ce que pour gérer les crises régionales. Mais du côté algérien, la perspective serait tout autre. Différente. La France est encore souvent perçue comme l'ancienne puissance coloniale qui peine à se défaire d'une certaine posture paternaliste et a du mal à concevoir une relation d'égal à égal, totalement décomplexée et tournée vers l'avenir plutôt que vers le passé. Ce qui pousserait Alger à chercher activement à s'émanciper de cette relation historiquement, disons, déséquilibrée, voire à la contourner. C'est l'interprétation qui est faite de la stratégie algérienne actuelle, oui. Elle est décrite comme une volonté délibérée de construire un réseau d'alliances alternatives solides, on l'a dit, Rome, Moscou, Pékin, Ankara aussi dans une certaine mesure, afin de maximiser son autonomie stratégique et de ne plus dépendre des humeurs ou des intérêts de Paris. Chaque nouvel accord signé avec une autre puissance est une pierre ajoutée à cet édifice d'indépendance stratégique et potentiellement un pas de plus dans la distanciation vis-à-vis de la France. Ce n'est pas forcément une rupture frontale, attention, mais une diversification qui réduit mécaniquement le poids relatif de la relation avec Paris. C'est logique. Donc, si je résume cette grille de lecture, pour être sûr de bien saisir, la France, minée par ses propres crises internes, voit son influence décliner sur la scène mondiale. C'est le postulat de départ. L'Algérie, consciente de cet affaiblissement relatif et forte de ses atouts propres, énergie, position géostratégique, saisit cette opportunité pour redéfinir les termes de l'échange, affirmer sa propre souveraineté et diversifier ses partenariats. Quitte à laisser la relation historique avec Paris se distendre. C'est ça l'idée ? C'est précisément la dynamique décrite. La crise interne française, sociale, économique, politique, n'est pas un problème domestique isolé. Elle a des répercussions directes sur sa capacité à peser à l'international. C'est lié. Et la crise actuelle avec l'Algérie, dans cette perspective, n'est ni un accident diplomatique, ni une simple querelle mémorielle de plus. Elle est vue comme la conséquence logique, presque structurelle, de cette équation. Un affaiblissement français perçu, combiné à une volonté algérienne affirmée de tracer sa propre voie, en s'appuyant sur de nouveaux partenaires et sur ses propres forces. L'équation clé, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, ce serait donc une France moins sûre d'elle-même, moins influente à l'extérieur, ouvre un espace politique et stratégique que l'Algérie est non seulement capable, mais aussi désireuse d'occuper pour mieux défendre ses intérêts et affirmer son rôle sur la scène régionale et internationale. C'est la simplesse de cette lecture des événements, oui. Une interconnexion forte où les difficultés internes de l'un créent des opportunités ou, en tout cas, modifient le calcul stratégique de l'autre. Et ça redessine l'équilibre d'une relation bilatérale historiquement marquée par la symétrie, il faut bien le reconnaître. Une perspective qui, effectivement, replace les tensions actuelles dans un cadre beaucoup plus large que le simple face-à-face Paris-Alger. Très intéressant. Elle inscrit cette relation dans les grandes manœuvres géopolitiques qui reconfigurent la Méditerranée et l'Afrique, où de nouvelles puissances émergent et où les anciennes certitudes, volent en éclats. Tout à fait. Cela suggère que ce qui se joue entre la France et l'Algérie est peut-être moins une affaire purement bilatérale qu'un indicateur avancé des rééquilibrages de puissance en cours dans cette partie du monde. Un symptôme en quelque sorte. Ce qui nous laisse avec une question ouverte, une question pour prolonger la réflexion bien après notre échange. Cette reconfiguration des rapports de force, si elle se confirme et si elle est bien alimentée par cette perception d'une France en retrait, est-elle un phénomène durable ?
Et surtout, cette affirmation algérienne, cette capacité à jouer sa propre carte, pourrait-elle faire école? Pourrait-elle inspirer d'autres pays, en Afrique du Nord, au Sahel ou ailleurs, qui ont eu historiquement des relations complexes avec Paris, à redéfinir eux aussi leurs liens, à chercher d'autres alliances, accélérant ainsi un basculement géopolitique d'une ampleur bien plus vaste?